Bonjour Serge. Bonjour Hélène. Alors je suis ravie de t'avoir à mon micro ici pour cette petite série en aparté autour de la cosmopolitesse du beau. Je te remercie d'avoir répondu à cette invitation. Tu sais, aujourd'hui j'ai vraiment envie qu'on puisse partager davantage sur qu'est-ce que ce mot, ce néologisme qui a été inventé par Baptiste Morisot et Alain Damasio pourrait bien vouloir dire dans nos vies et quel est un peu son message quand on le convoque à côté de cette notion du beau que moi j'essaie de traverser et qui est pour moi un chemin initiatique, tu vois, un peu sur le podcast. Et alors, du coup, je t'ai envoyé quelques questions autour de tout ça et tu vas du coup partager avec nous des pistes de réponse. Peut-être du coup, on commence par la première, Oui. Ça te va ? Qu'évoque pour toi, Serge, la cosmopolitesse du beau ? Alors, le mot cosmopolitesse, qui est un néologisme, c'est un métamot, c'est-à-dire que chacun, en fonction de son périmètre d'intérêt ou de connaissance, essaie d'anoblir ce mot en l'incarnant dans quelque chose de bien et de beau. Pour moi, évidemment, il évoque le côté un peu cosmopolite, c'est-à-dire c'est l'ouverture aux autres. Hein. L'ouverture même, on pourrait dire, dans ce contexte un peu compliqué politiquement et géopolitiquement, c'est l'ouverture aux nations, entre elles. Et puis, il y a le mot politesse, qui est évidemment le respect et la bienveillance. Donc, la contraction de ces deux mots appelle à une forme de réconciliation. Et en fait, après, moi, en voulant l'incarner et en réfléchissant un petit peu plus concrètement, je me suis dit comment on peut l'intégrer dans ce qui est un peu mon savoir-faire, c'est l'alimentation. Donc sur comment on peut faire en sorte que le fait de produire, de transformer, de distribuer, de consommer, ce qu'on appelle la filière, donc pourrait se faire dans ce cadre de cosmopolitesse. Pour moi, il faudrait le faire déjà sans dépasser ce fameux prélèvement de 1 pour 1 sur les capacités de la planète. Si je me réfère par exemple à ce que l'agence Lucie a déterminé, si tout le monde consommait aujourd'hui comme la France, nous serions à 4 planètes pour une aujourd'hui. Si tout le monde s'engageait à respecter les engagements RSE qui sont dans la COP 21, par exemple, mais bon, on n'y est malheureusement pas, on serait encore à 2 pour 1. Et donc, il faut qu'on arrive à 1 pour 1. Donc, c'est pas simple. Et donc, on est tenu de consommer moins. Et il faut, évidemment, pour consommer moins, privilégier le beau et le bon. Et d'ailleurs, ces mots qu'on peut intégrer à cosmopolitesse, je me suis amusé à regarder la sémantique. Et en fait, le mot beauté, il vient du latin, dérivé de bellus. Lui-même étant un diminutif de bonus, qui veut dire qualité. Et donc, je relis avec ce que je viens de dire précédemment, ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers une consommation beaucoup plus de qualité, qui évidemment se réfère au beau et au bon. Et donc, les futurs souhaitables de l'alimentation et des entreprises qui s'en occupent convergeront vers un bien commun qui conjugueront le consommer moins, le consommer beau et le consommer bon, bien sûr. Tout ça est lié. Voilà un peu le sens que je donne à cosmopolitesse. Merci Serge. Et je pense que dans cette idée aussi, quand on parle d'alimentation, il y a le pouvoir nutritif, en fait, qui est quelque part toujours un peu le sujet quand on fait un choix d'aliments. On pourrait se dire que de la même manière, notre consommation doit avoir un pouvoir nutritif pour nous nourrir, nous, en fait, assez profondément, pour aussi calmer ces espèces d'ardeurs qui peuvent parfois nous pousser à consommer, jeter, consommer de nouveau. Enfin, tu vas avoir aussi Oui, c'est bien sûr, ça rejoint un peu Pierre Rabhi, que j'ai bien connu. On avait fait une conférence ensemble à Lyon devant les étudiants. Et en fait, Pierre Rabhi arrivait à dire que la sobriété peut rendre heureux, beaucoup plus heureux. Et d'ailleurs, quand on est dans l'appartement ensemble de Cosmos Admater et qu'on va dans la pièce qui est très sobre, avec des matériaux doux et des couleurs douces aussi, tout d'un coup, en rentrant dans cette pièce, on se sent mieux, on se sent bien.
Donc il y a un lien direct avec une sobriété et une déconsommation, bien sûr, qui finalement rassérène beaucoup plus que d'avoir tout de trop de manière excessive. Il y a aussi une pièce on est passé devant tout à l'heure, tu parles du vide là. C'est intéressant parce qu'en fait aujourd'hui tout le monde a peur du vide, tu vois, quelque part. Et on veut remplir parce qu'en fait on se dit que le vide c'est rien. Et là on a une pièce de Pauline Effantin qui nous invite à essayer de s'imaginer qu'en fait faire le vide, ça peut nous permettre aussi de se remplir d'autres choses. Et ce trop-plein, en fait, quand il existe, fait qu'on ne peut plus rien accueillir parce qu'en fait, ça déborde. Ah, bien sûr. Et donc, parfois, on a besoin de ces périodes où on va délaisser des choses, non pas peut-être dans quelque chose qui va être punitif. En revanche, beaucoup plus c'est là où peut surgir le sens aussi profond de pourquoi on fait les choses. Bien sûr, c'est marrant parce que tu dis ça à une période, on est en automne. Donc l'automne, c'est le moment où la nature se débarrasse et fait un peu le vide. Et ce que tu dis me fait penser au livre du philosophe François Julien qui s'appelle La seconde vie. Et il dit la première vie, on la choisit pas. Il y a un moment où on rentre dans une seconde vie. Et il dit dans la seconde vie, il faut que ce soit la vie qui te choisisse. Et évidemment, pour que la vie choisisse, il faut faire le vide. Parce que si la seconde vie est la continuité de la première vie, ce qui est souvent le cas, parce que beaucoup de gens qui changent, qui vont à la retraite, etc., restent dans ce qu'on appelle la zone de confort pour continuer socialement à exister, etc. Alors que si on passait vers on aurait une chance formidable de se vider à ce moment-là de ce qui nous a rempli toute cette vie de travail, etc., ou parfois de vie personnelle, et du coup s'ouvrir à autre chose, c'est formidable, mais il faut accepter que le rien te remplisse, tu vois. Alors même qu'aujourd'hui, quand on voit les gens qui vivent seuls, qui sont angoissés, etc., on n'est pas équipé pour le vide. Et donc ça, c'est des choses qui devraient s'apprendre à l'école. Bien sûr. Ouais, et puis en fait, moi je crois qu'il n'y a pas de rien quelque part, tu vois, parce qu'on fait partie du vivant. Et c'est se remettre au contact de nos perceptions aussi, et traverser ses peurs, quand on te dit, c'est prendre le risque de convoquer ce vide pour en fait découvrir qu'il n'existe pas quelque part et qu'en fait il y a autre chose qui s'ouvre. Bien sûr. Et si on veut comprendre l'époque, il faut bien avoir l'humilité de faire le vide pour que l'époque nourrisse et qu'à ce moment-là, on se dise qu'est-ce qui convient le mieux à l'époque. Et je dirais que si nos amis politiques se faisaient un petit peu de vide en disant, et posaient un peu les valises, en disant mais quel est le futur souhaitable de l'époque qui nous attend, ils ne seraient pas toujours dans la continuité de ce qu'ils ont eu et ils veulent toujours reconduire ce qu'ils estiment être. Et on aurait besoin, notre société aurait besoin d'un moment de vide où on se pose les bonnes questions après et qui ne soit pas que la continuité de ce qui a été. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est aussi pour ça, tu vois, que je suis très contente de faire ces moments-là en aparté parce que je me dis, toi, avec tout le parcours que tu as eu, aussi singulier, aussi, en fait, avec cette quête de sens, cet esprit, t'es vraiment un esprit libre et tu l'as toujours été. Et en fait, c'est très inspirant de peut-être que tu puisses donner aussi des clés ou en fait rassurer ou partager des choses à des plus jeunes aujourd'hui qui sont face à ces crises existentielles et qui ont envie de transmuter ça, de transformer ça, d'alchimiser ça en quelque chose qui soit transformateur pour eux, mais aussi pour la société de demain, tu vois. Oui, je suis d'accord, c'est quelque chose qui est intéressant d'inspirer, de transmettre. Et il me semble que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin ressentent, en tous les cas, c'est quand je partage, de s'impliquer dans ce qu'on pourrait appeler le bien commun. C'est-à-dire que la dimension du projet économique et rémunérateur, bien sûr, mais ne sera pas suffisante comme raison d'en être. Tu sais, les entreprises
font parfois un travail sur leur raison d'être. Hein, bon, c'est bien, il faut le faire en collectif. Mais la raison d'en être des collaborateurs, des jeunes, la raison d'y être, ça sera une dimension d'intérêt général et pas simplement du projet de productivité, etc. Donc pour avoir une dimension robuste, comme dirait Olivier Hamon, eh ben, il faut les deux jambes. Donc la jambe économique et la jambe sur le bien commun. Il faut marcher. Que l'entreprise marche sur ces deux jambes. Et à ce moment-là, elle sera la première cordée d'un monde nouveau où l'intérêt général sera au cœur aussi de son futur. Et j'aimerais qu'on termine avec peut-être une question là que je t'ai pas partagée avant, et ça rejoint cette notion d'intérêt général et de aussi pour moi vision un peu de cette cosmopolitesse du beau. C'est comment est-ce que le beau est aujourd'hui l'affaire de tous quelque part, à l'heure aussi où finalement le monde du luxe a beaucoup préempté, et comment en fait on se réapproprie l'essence de bien commun qui se situe dans le beau et le bon. Il faudra faire preuve de pédagogie pour ça. Il faut partager le beau. Et puis, il faut prendre le temps. C'est quelque chose que moi, je découvre aussi au fil du temps dans cette seconde vie. C'est-à-dire qu'on est souvent dans l'action pressée. On ne prend pas le temps parce que pour apprécier le beau, il faut s'asseoir et s'impliquer comme si on allait se confondre avec l'environnement. Quand on regarde un tableau, si on regarde un tableau, même si on s'y connaît pas, en peinture, si on passe devant rapidement, on peut pas l'apprécier. Donc il faut rester et puis rentrer dans le tableau. Et à ce moment, on découvre plein de choses. Et évidemment, si on est avec un guide qui explique, alors c'est formidable. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir... C'est une vraie mission. C'est médiateur un peu. Il faut des médiateurs, il faut des gens. C'est le travail que tu fais, Hélène. Il faut nourrir le rapport au beau. Voilà. Merci, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, je crois vraiment que c'est tellement précieux. Oui. Et c'est tellement là, en fait, parce que c'est devant nous. Tu vois, ça a toujours été là d'ailleurs. Mais voilà, on s'est un peu déconnecté. Et je crois que plus nombreuses et nombreux nous serons à justement essayer de rendre sensible, de passer d'un rapport au beau à une relation et d'entrer justement dans cette relation qui est loin d'être superficielle. Je pense plus on aura quelque chose qui s'ouvrira vers l'envie de prendre soin, comme tu disais, l'envie de ralentir, l'envie de voir les choses autrement, de consommer autrement, etc. Et on sera plus dans ce truc du sacrifice, mais on sera, en fait, ce sera une conséquence normale d'un nouveau mindset. Oui, je suis d'accord. Donc il faut des médiateurs, comme tu disais. Ouais, il faut des médiateurs. Voilà. Merci beaucoup Serge pour ces partages. Merci Hélène, et puis je te souhaite plein d'aventures pour mettre le beau en relation avec la cosmopolitesse, qui veut dire dans la relation aux autres surtout. Voilà. Merci beaucoup Serge.